Dans certaines régions des Caraïbes, le soleil brille avec une intensité incroyable. On parle de quoi à près de 300 jours par an? Ouais, c'est énorme. C'est une abondance naturelle vertigineuse, en fait. Absolument. Mais le truc fou, et c'est par là qu'on va commencer notre analyse aujourd'hui, c'est que malgré tout ce soleil, l'électricité y coûte parfois plus de 35 centimes de dollars le kilowattheure. C'est l'un des tarifs les plus élevés au monde, tout simplement. Mais c'est absurde quand on y pense. Pour avoir le simple droit d'allumer une ampoule, ces territoires dépendent d'un navire, un énorme navire lourdement chargé de fioul. Qui traverse un océan entier, ouais. Voilà, il décharge un liquide super polluant pour le brûler dans une centrale hyper bruyante, et ensuite, il envoie le courant via un réseau de câbles qui est vulnérable à la moindre tempête. C'est exactement ça. Donc on a des régions baignées dans un océan d'énergie solaire brute, mais qui restent historiquement complètement enchaînées aux importations d'hydrocarbures. C'est un paradoxe fascinant, c'est clair. Et c'est précisément ce qui rend notre sujet du jour si crucial. Je suis tout à fait d'accord. Notre mission pour cette session, c'est de plonger dans un document passionnant qui détaille une révolution énergétique. Une révolution silencieuse, mais vitale, qui se déroule actuellement dans des zones très isolées ou insulaires. Oui, le texte qu'on étudie se penche spécifiquement sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'état de l'Amapa au Brésil et le reste des Caraïbes. Et ça parle surtout des solutions déployées par l'entreprise Lampamano, non? On parle pas du tout ici d'une petite initiative écologique pour faire joli, hein. Genre faire du greenwashing. Exactement, c'est pas ça du tout. Il s'agit vraiment de transformer une vulnérabilité infrastructurelle profonde en une véritable souveraineté, à la fois logistique et économique. Justement, décortiquons un peu cela, hein. Parce que pour saisir l'urgence absolue de déployer ces technologies, il faut d'abord comprendre le fardeau financier de la situation actuelle. Le document parle d'un concept assez lourd, le fameux piège de l'inflation. L'indexation sur le prix du baril de pétrole. Voilà. Concrètement, comment une fluctuation boursière à l'autre bout du monde, genre à Dubaï ou à New York, se traduit-elle directement sur la facture d'un habitant de Fort-de-France ou de Cayenne? Eh bien, le mécanisme, il est d'une implacabilité totale. Dans la grande majorité des Antilles et des Caraïbes, l'électricité, elle est générée par des centrales thermiques. Des usines qui brûlent du fioul lourd. Ouais, du fioul ou du gasoil. Donc, le coût de production du moindre kilowattheure est intimement, viscéralement lié au marché mondial des hydrocarbures. Ce qui veut dire que si l'OPEP décide de réduire sa production, par exemple, Ou si une tension géopolitique éclate au Moyen-Orient, boum, le prix du baril grimpe. Et cette hausse, elle est immédiatement répercutée sur le prix d'achat du carburant par la centrale locale. qui évidemment répercute ça sur la facture de l'utilisateur final. C'est mécanique, oui. Que ce soit un particulier, un hôpital ou un petit commerce, tout le monde paie la note de la crise mondiale. C'est une réaction en chaîne infernale. Et d'ailleurs, le texte indique que dans des régions comme l'Amapa au Brésil, c'est encore pur à cause de la géographie, non? Ah ben absolument. Parce qu'au prix d'achat pur du pétrole, tu dois ajouter le coût physique du transport. La logistique. Ouais. Acheminer du gasoil vers une métropole portuaire, c'est une chose. Mais l'amener vers des zones isolées, à l'intérieur des terres, ça multiplie la facture par 2, par 3. Chaque kilomètre compte en fait. Chaque kilomètre parcouru par un camion-citerne sur des routes complètement défoncées ajoute une taxe invisible sur l'énergie. Le résultat final, c'est une inflation subie en permanence. Et les autorités locales n'ont absolument aucun levier là-dessous. C'est terrifiant. Mais bon, j'entends bien l'aspect macroéconomique, hein. Sauf qu'il y a un point qui me pose vraiment question dans le texte. C'est bien beau de dire qu'on va remplacer tout ça par les équipements de lampes Amazon. Ouais. Mais le matériel solaire, les batteries, les panneaux, tout cela demande un capital de départ énorme, non? Comment un petit commerçant de quartier qui étouffe déjà sous des factures à 35 centimes le kilowattheure peut-il se permettre d'acheter un générateur de pointe? C'est l'objection classique. Et c'est une excellente question. Ça crée pas une nouvelle barrière, ça? En apparence, oui. Mais c'est là qu'intervient le concept clé de cette révolution. Ce que la source appelle le découplage des coûts. Le découplage des coûts, ok. Oui, l'achat d'un générateur solaire représente une grosse dépense initiale, on va pas se mentir. Cependant, la dynamique comptable change radicalement par rapport au pétrole. C'est-à-dire? Historiquement, l'énergie thermique, c'est une dépense opérationnelle. C'est une charge variable. Tu consommes, tu payes, et le prix unitaire change selon l'humeur du marché mondial, comme on disait. Tu es à la merci des crises. Exactement. Alors qu'avec un équipement solaire, l'énergie devient un investissement fixe, un capital. Tu achètes le matériel, et ensuite, le fameux carburant, c'est le rayonnement solaire. Qui est infini.
est totalement gratuit. Et ça, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Le document estime cette durée entre 10 et 15 ans pour des équipements comme les lampadaires. Ah ouais, 10 à 15 ans sans facture. Pour utiliser une analogie, en fait, c'est la différence entre payer un loyer qui augmente de 10% tous les ans sans aucun préavis, Ouais, un loyer abusif. voilà, et contracter un prêt immobilier à taux fixe pour acheter ses propres murs. Le remboursement mensuel du prêt peut sembler élevé au tout début, mais il est figé. C'est exactement le mécanisme à l'œuvre. Dans 10 ans, tu paieras exactement la même chose alors que le locataire d'à côté, il sera totalement étouffé par l'inflation. C'est une très belle analogie. Le texte souligne d'ailleurs que grâce aux tarifs prohibitifs de l'électricité classique dans les Caraïbes en ce moment, le retour sur investissement est super rapide. Le fameux payback. Voilà, le moment où les économies réalisées sur la facture remboursent complètement l'achat de la machine. Une fois ce point d'amortissement franchi, l'énergie produite, elle est techniquement gratuite. Et l'impact sur l'économie locale doit être colossal. Immense. Prenons l'exemple de ton petit épicier tout à l'heure. Ouais. S'il fige le coût de l'électricité dont il a besoin pour faire tourner ses frigos sur les 10 prochaines années, il n'est plus du tout obligé d'augmenter le prix de la viande ou du lait à chaque fois qu'il y a une crise pétrolière. Il stabilise ses prix. C'est logique. On stabilise ainsi le panier de la ménagère pour toute la communauté environnante. C'est un bouclier anti-inflation redoutable. Mais passons de l'économie pure à un aspect, je trouve, encore plus critique qui est abordé par le document. La survie. La continuité d'activité, oui. Parce que payer son gasoil très cher, c'est un énorme problème. Mais que se passe-t-il quand le gasoil n'arrive tout simplement pas? La source parle beaucoup de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Le monde moderne fonctionne en flux tendu, on le sait. Le document mentionne des points d'étranglement stratégiques, genre le détroit d'Ormuz ou les crises à répétition du fret maritime qu'on a vu récemment. Avec les blocages de canaux et tout. C'est ça. Si un conflit éclate ou si une crise paralyse les routes maritimes, le supertanker, il n'arrive pas au port en Guyane ou en Martinique. Ce n'est plus une question de prix, là. C'est une question de pénurie physique. Exactement. Et quand le carburant vient à manquer, les centrales thermiques n'ont pas le choix, elles procèdent à des délestages, des coupures volontaires, les fameux blackouts, pour éviter l'effondrement total du réseau. Et c'est là qu'on réalise un truc. On a souvent le réflexe de penser à l'électricité en termes de confort, tu vois. Genre la télé s'éteint, on peut plus charger son téléphone, ou la clim s'arrête. Ce qui est déjà pénible dans ces régions. Très pénible. Mais le texte emploie un terme beaucoup plus lourd de conséquences. Le froid médical. Ouais, là on ne rigole plus du tout. C'est la ligne de démarcation claire entre un simple désagrément domestique et une véritable crise sanitaire. Sans électricité continue, c'est le système de santé local entier qui est menacé. Absolument. Le froid médical, pour préciser, ça désigne la chaîne du froid stricte qui est requise pour conserver des choses critiques. Les vaccins, l'insuline pour les diabétiques, les poches de sang pour les transfusions. Certains médicaments d'urgence aussi. Oui. Et si la température d'un frigo médical varie de, quelques degrés seulement pendant une panne de courant prolongée, c'est fini. Tout le stock est perdu. Tout le stock doit être détruit, oui. C'est irrécupérable. C'est pour ça que le recours aux générateurs portatifs devient une nécessité vitale dans ces cliniques isolées. Ils maintiennent ces fonctions critiques de manière autonome. D'accord. Mais là encore, je vais me faire l'avocat du diable côté technologie. Vas-y. On parle de régions tropicales, de la forêt amazonienne, des Caraïbes. Il y a des saisons des pluies hyper intenses là-bas. Parfois, le ciel reste couvert, gorgé de nuages noirs pendant des jours entiers. Il y a des précipitations torrentielles. C'est vrai. La météo peut être brutale. Du coup, comment un générateur solaire ou un lampadaire lampe Amazon peut-il garantir ce fameux froid médical ou même juste un éclairage de sécurité s'il n'y a pas de soleil direct pour recharger les panneaux? C'est la question que tout le monde se pose. Bah oui, ne remplace-t-on pas simplement une dépendance au bateau par une dépendance tout aussi fragile à la météo? L'objection est parfaitement légitime. Et c'est justement là que la technologie a franchi un cap décisif ces dernières années. C'est fascinant d'ailleurs. Explique-nous ça. Il ne s'agit pas du tout de simplement relier un panneau solaire basique à une batterie au plomb, comme on le faisait il y a 10 ans. La source met en évidence l'efficacité des systèmes de gestion intelligente. Du logiciel, en gros. Du logiciel et du matériel de pointe. D'abord, les panneaux photovoltaïques modernes capturent le rayonnement diffus. Ça veut dire quoi, diffus? Ça veut dire que même sous un ciel très couvert, gris, chargé de pluie, la lumière qui passe à travers les nuages suffit pour générer de l'électricité. Moins, certes, mais ça génère. Ah, donc ça ne s'arrête pas complètement. Non. Et ensuite, le stockage repose sur des batteries de nouvelle génération. Elles sont capables d'emmagasiner suffisamment d'énergie en période de beau temps pour tenir plusieurs jours d'affilée sans ensoleillement optimal. Une sorte de grosse réserve de sécurité qui est intégrée au système, quoi. Exactement.
Mais le point le plus ingénieux, comme tu disais, c'est le logiciel, le cerveau de l'appareil. Qu'est-ce qu'il fait, ce cerveau? En cas de baisse prolongée de la charge, genre ça fait 3 jours qu'il pleut, le système va rationner l'énergie de manière intelligente. Par exemple, pour un lampadaire, il va réduire l'intensité lumineuse en pleine nuit s'il ne détecte aucun mouvement dans la rue. Ah, intelligent, ouais. Pas besoin d'éclairer à fond s'il y a personne. Voilà. Et pour une clinique, le générateur va prioriser l'alimentation du compresseur du frigo médical tout en coupant automatiquement les sorties secondaires non essentielles, genre la machine à café ou l'éclairage du couloir. C'est du rationnement de survie automatique, en fait. C'est une gestion millimétrée. Et c'est ça qui permet de traverser une semaine entière de tempête tropicale sans jamais rompre la chaîne du froid. C'est super impressionnant. Et ça nous amène d'ailleurs à ce concept d'autonomie critique dont parle la source. L'architecture même du réseau est modifiée. Au lieu d'avoir un énorme réseau centralisé, on passe à quelque chose de beaucoup plus granulaire. Le document oppose vraiment l'hypercentralisation à la décentralisation radicale. Imagine le réseau électrique classique comme une gigantesque toile d'araignée. Ok, je visualise. Qui est une immense centrale au centre qui produit tout. Et les câbles distribuent l'énergie vers l'extérieur. Et le problème, c'est que si un fil casse, Si un arbre tombe sur la ligne principale, ou si la centrale a un problème technique, toute une section de la toile meurt instantanément, voire la toile entière. le fameux blackout général. Voilà. Alors que la technologie de lampe Amazon, elle propose une structure en nid d'abeille. Un nid d'abeilles en. Oui, chaque lampadaire solaire dans la rue, chaque générateur portatif dans une clinique et sa propre microcentrale indépendante. Ah, je vois. Donc si je file ton analogie du nid d'abeille, même si une alvéole est détruite, genre un panneau qui tombe en panne, ben les alvéoles voisines restent totalement intactes et fonctionnelles. C'est exactement ça. On ne peut plus faire s'effondrer le système de sécurité d'un quartier entier d'un seul coup. Une résilience par la fragmentation, en fait. C'est le terme exact. En Guyane ou en Guadeloupe, lors d'un délestage général du réseau principal, les rues qui sont équipées de ces lampadaires solaires, elles restent parfaitement éclairées. Comme des îlots de lumière au milieu du noir absolu. Ouais. Et ça garantit la sécurité publique, ça prévient les accidents de la route et ça évite que la simple panne ne se transforme en problème grave de sécurité civile. Le filet de sécurité devient quasi invincible à l'échelle locale. Et ce concept d'indépendance locale, je trouve qu'il prend tout son sens quand on aborde la partie du document qui décrit un véritable cauchemar logistique. Ah oui, la logistique fluviale, le gros point noir. Parce que le problème de l'approvisionnement, c'est pas seulement géopolitique, tu vois, avec des super-tankers bloqués dans un détroit à l'autre bout du monde. C'est aussi brutalement géographique et local. Exactement. La source s'attarde longuement sur les zones dites de bord de fleuve, surtout dans l'état de l'Amapá au Brésil et en Guyane le long du fleuve Maroni. La géographie de saison de l'intérieur, elle impose des contraintes physiques que nous, habitants des grandes métropoles connectées, on peine vraiment à imaginer. C'est clair. Le texte explique comment l'acheminement du carburant, juste pour alimenter les groupes électrogènes diesel des villages isolés, défile littéralement toute logique économique et environnementale. En lisant cette partie, franchement, j'ai essayé de visualiser la chaîne logistique. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de la cascade de péage. À chaque transfert d'un moyen de transport à un autre, on paye une taxe d'inefficacité hallucinante. C'est un vrai parcours du combattant. Raconte. Eh bien, le pétrole arrive d'abord par un grand navire sur la côte, Ok. classique. Ensuite, il est pompé dans des camions-citernes. Ces camions, ils doivent emprunter des pistes de terre souvent défoncées par les pluies tropicales. Ce qui coûte déjà une fortune en entretien. Et c'est pas fini. Arrivé au bord du fleuve, ce carburant lourd qui est toxique et hautement inflammable, on le transvase dans des petits fûts. Des barils. Ouais. Et ces fûts sont chargés manuellement sur de toutes petites pirogues en bois. C'est là que ça devient complètement fou. Et ces pirogues, elles doivent naviguer pendant des heures, parfois des jours entiers, en affrontant des rapides super dangereux sur le Maroni, sous une chaleur écrasante. C'est un périple qui est extrêmement risqué. Et pas seulement sur le plan économique, hein. Tant pour les hommes qui naviguent que pour l'écosystème du fleuve en cas de chavirage. Un fût qui coule, c'est une catastrophe écologique locale. Total, ouais. Et tout ça, risquer des vies, polluer un fleuve amazonien majestueux juste pour aller remplir le réservoir d'un générateur diesel bruyant qui crache de la fumée noire au milieu d'un village forestier et qui, en plus, tombe en panne une semaine sur 2. C'est absurde. C'est comme essayer d'alimenter un centre de données ultra-moderne avec du charbon qu'on transporterait à la brouette. C'est un anachronisme total, non? J'adore l'analogie de la brouette, c'est tellement ça. Et cet anachronisme, il se chiffre en millions.
Les coûts de cette logistique fluviale, ils font littéralement exploser le prix de revient du kilowattheure. C'est ça qui gonfle la facture. Bien sûr, le document montre clairement que le remplacement de cette chaîne obsolète par des générateurs portatifs solaires, ça supprime purement et simplement cette logistique du fleuve. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Une fois que le panneau solaire et la batterie ont été acheminés par pirogue lors d'un voyage unique, Ah, parce qu'il faut quand même les amener une fois. oui, un seul voyage. Mais après ça, le besoin en transport s'arrête définitivement. Pour 15 ans, on court-circuite toute la chaîne toxique. C'est une délivrance pour ces villages. Mais d'ailleurs, le texte compare aussi cet avantage logistique en milieu urbain, pas seulement dans la jungle, particulièrement pour l'éclairage public. Le fameux leapfrogging. Ouais. Et là encore, il y a un détail technique majeur qui est mentionné. L'installation des lampadaires solaires Lamp Amazon se fait sans tranchée et sans câblage lourd. Quand on y pense, l'installation d'un lampadaire classique, avec le réseau électrique enterré, c'est un chantier titanesque pour une commune. C'est une intervention d'une lourdeur incroyable sur l'infrastructure urbaine, oui. Dans l'ancien monde de l'énergie, si tu veux ajouter un point lumineux dans une rue, il faut mobiliser des pelleteuses, Détruire l'asphalte ou le trottoir. creuser une tranchée d'au moins 1 mètre de profondeur. Ensuite, tu dois dérouler des kilomètres de câbles en cuivre massif. Le cuivre qui coûte une fortune d'ailleurs. Exactement. Après, il faut couler du sable, du béton pour sécuriser la ligne. Il faut s'assurer avec des géomètres qu'on ne perfore pas une conduite d'eau ou de gaz existante. Le cauchemar. Et enfin, faut tout reboucher et refaire la voirie à neuf. Ce sont des semaines de travaux. Ça crée des nuisances sonores horribles pour les riverains, des embouteillages monstres. Et surtout, c'est un budget de travaux publics colossal qui engloutit les finances d'une mairie avant même que la première ampoule ne s'allume. C'est le modèle classique. Alors qu'avec la solution autonome décrite dans la source, l'approche en radicalement différente. C'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. On vient, on fixe le mât en sol avec un plomb en béton, on oriente le panneau vers le soleil, et boum, le soir même, le quartier est éclairé. C'est ce que tu appelais le leapfrogging tout à l'heure? Oui, le saut technologique, ou le contournement d'infrastructures. C'est exactement la même logique que certains pays en développement qui sont passés directement au téléphone portable, tu sais, sans jamais construire de réseau de lignes fixes nationales avec des poteaux téléphoniques partout. Ils ont sauté une étape coûteuse. Ces communes passent directement à l'éclairage autonome, sans avoir à enterrer des millions de dollars de cuivre sous leur trottoir. L'énergie, elle devient agnostique vis-à-vis du sol. Elle est là, disponible partout, immédiatement. C'est génial. Mais attends, il y a un phénomène météorologique majeur qu'on ne peut pas ignorer dans la région Caraïbe. Les ouragans. Ah, la saison cyclonique. Oui, des vents qui soufflent parfois à plus de 200 km/h. Si le lampadaire n'est pas solidement relié à un réseau souterrain lourdement protégé, et s'il a un large panneau solaire fixé tout en haut de son mât, n'est-il pas simplement une immense voile au vent? C'est une excellente réflexion. Bah oui, ça me semble être la structure la plus vulnérable imaginable face à un cyclone de catégorie 4. La question de la prise au vent, elle est centrale dans l'ingénierie de ces équipements. Lamp Amazon n'a pas laissé ça au hasard. Heureusement, comment ils font? Le document précise que ces lampadaires ne sont pas conçus avec des panneaux plats basiques boulonnés de manière rigide, comme on en voit sur les toits. Ils utilisent des profils aérodynamiques spécifiques. Ah, c'est pas juste un grand carré plat qui prend le vent? Non, certains intègrent des modules solaires cylindriques. Ils épousent complètement la forme du mât. Ça offre une résistance au vent quasi nulle, quelle que soit la direction de la tempête. Intelligent. D'autres modèles sont testés en soufflerie pour plier très légèrement, tu vois, pour absorber la force cinétique sans rompre. Le fameux roseau qui plie mais ne rompt pas. D'accord, l'ingénierie est là. Mais même avec ça, un ouragan, c'est dévastateur. Bien sûr, mais surtout, et c'est là le grand paradoxe, l'absence de réseau souterrain est en fait un avantage énorme post-ouragan. Comment ça? Les câbles enterrés ne sont-ils pas censés être à l'abri des vents violents sous la terre? En théorie, oui, tu es à l'abri du vent. Mais en pratique, que se passe-t-il lors d'un ouragan massif? Des arbres gigantesques sont déracinés. Ah, les racines. Exactement. En tombant, l'arbre soulève le sol et ses racines arrachent complètement les câbles souterrains ou détruisent les transformateurs de quartier qui sont au niveau du sol. Je n'avais pas pensé à ça. Et quand l'ouragan passe, tout le réseau filaire est à reconstruire. Faut recréer les tranchées, repasser les câbles. Ça prend des mois pour amener le courant dans certains quartiers. Alors qu'avec le solaire autonome? Avec l'éclairage en nid d'abeille, même si quelques mâts sont physiquement abattus par des débris volants, ce qui peut arriver, il suffit de redresser ces poteaux individuels le lendemain. Et tous les autres? Tous les autres lampadaires qui sont restés debout fonctionnent instantanément dès la nuit suivante. Ils ont leur propre batterie. Ça facilite immensément le travail des secours qui doivent débrayer les rues la nuit.
La capacité de récupération du système est infiniment supérieure. C'est ce qu'on appelle la vraie résilience. On en revient toujours à ça, la résilience par la décentralisation. Alors, quand on assemble toutes ces pièces du puzzle qu'on vient d'analyser, la protection contre l'inflation importée, la survie des fonctions médicales vitales avec le froid, la suppression de la logistique dangereuse des pirogues et l'agilité face aux catastrophes climatiques, Ça fait beaucoup d'avantages. que nous dit réellement la conclusion de ce document? La thèse centrale, je trouve, semble se résumer à une expression très forte, la souveraineté énergétique. C'est vraiment l'aboutissement de toute cette démonstration. Le texte explique comment un simple changement technologique, genre passer du diesel au solaire intelligent, provoque un changement économique systémique profond. Une révolution de fond. Sous l'ancien paradigme thermique, on assiste à une fuite continue des capitaux locaux. Des millions d'euros en Guyane ou en Guadeloupe ou de réals au Brésil quittent en permanence l'économie locale pour être envoyés à l'étranger. Cet argent part enrichir des pays lointains producteurs de pétrole et des conglomérats de transport maritime. Tout ça uniquement pour maintenir un service de base. Allumer une ampoule. C'est une hémorragie financière, invisible mais constante. Et avec ces générateurs portatifs et cet éclairage solaire autonome, en fait, on pose un énorme garrot sur cette hémorragie. Exactement. L'argent qui devait servir à acheter du fioul hors de prix année après année, il reste désormais sur place. Il reste dans l'économie locale. Il est réinvesti par la municipalité pour construire des écoles, ou par la clinique pour acheter du matériel médical, ou par notre fameux épicier pour agrandir son commerce. Le territoire devient enfin propriétaire de son moyen de production. L'inflation énergétique importée s'arrête net. Et je trouve ça fascinant. Cette vulnérabilité inhérente à l'isolement géographique des Caraïbes ou de l'Amazonie, qui a toujours été perçue comme un handicap insurmontable, Le boulet qu'il traînait. voilà, eh bien, elle est littéralement transformée en une opportunité. L'opportunité de construire un modèle d'indépendance totalement hermétique aux secousses mondiales. C'est une leçon magistrale de pragmatisme. En effet. Et cela démontre, pour notre analyse, pourquoi un document portant sur des villages reculés du Maroni ou des îles tropicales a une résonance bien au-delà de sa zone géographique. Ça nous concerne tous. On a souvent tendance, tu sais, depuis le confort d'une grande métropole parfaitement interconnectée en Europe ou en Amérique du Nord, à regarder ces technologies comme des solutions de niche. Ouais, des trucs de brousse. Des trucs juste adaptés à la rudesse de la forêt amazonienne. Pourtant, les dynamiques qu'on vient de mettre en lumière avec la source, C'est-à-dire, se protéger contre une inflation énergétique qui ronge notre pouvoir d'achat, garantir la continuité des services vitaux face à des chaînes d'approvisionnement mondiales super fragiles, s'affranchir d'une infrastructure vieillissante et hyper coûteuse à entretenir, ce sont exactement les défis auxquels font face nos sociétés urbaines dites développées aujourd'hui. le parallèle, il est inévitable. Et d'ailleurs, cela soulève une perspective qui prolonge directement la réflexion de notre document pour terminer. Ah, je t'écoute. Si des territoires qui sont confrontés à des contraintes logistiques extrêmes, au cœur de la jungle ou dans des archipels isolés, prouvent aujourd'hui avec des données financières concrètes à l'appui qu'il est beaucoup plus résilient, plus efficace et moins coûteux de produire, de stocker et de gérer sa propre énergie localement, À l'échelle d'un bâtiment ou d'une rue, oui. voilà. Eh bien, combien de temps faudra-t-il avant que les décideurs de nos propres mégalopoles dans les pays industrialisés réalisent qu'ils n'ont, eux non plus, peut-être plus besoin d'être liés par un cordon ombilical super fragile à un réseau électrique national ultra centralisé? Un réseau qui est, on le sait, perpétuellement au bord de la surcharge. C'est une excellente question pour clôturer. La technologie qui est née de l'urgence absolue de la jungle, elle pourrait bien demain dicter la nouvelle architecture de la ville moderne. Eh bien, ça laisse vraiment de quoi réfléchir. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. On se retrouve très vite pour une prochaine exploration.